Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Ici Pauline Léniaud et aujourd'hui, je vous présente un personnage, mes amis, Alain Thébault. Remontez vos bretelles, attachez votre ceinture. C'est parti pour mon interview avec Alain Thébault. Mais avant qu'on commence, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Mais oui, vous êtes fan de cette chaîne, vous adorez ses contenus, vous vous dites Alain est vraiment la septième merveille du monde et du coup vous devez vous abonner. Quoi, ça n'est pas encore fait? Je ne comprends pas, c'est absolument fou. Eh ben c'est très simple, mes amis, vous appuyez sur la petite clochette et ça se passera comme par magie. Et comme ça, vous ne louperez plus aucun épisode. Et puis moi, en plus, ça me fera grand plaisir. Donc je vous engage à le faire tout de suite. Mais trêve de bavardage, qui est Alain Thébault, ce fou dont je vous parle? Parce que c'est vraiment ça, hein. C'est un doux rêveur, c'est un tourbillon, c'est un type avec un grain. Un grain et un gros grain. Mais c'est pour ça qu'on l'adore. D'ailleurs, si cet épisode vous a plu, je vous invite à le suivre sur Twitter, sur LinkedIn, pourquoi pas sur Instagram où il est présent aussi, pour suivre justement toutes ces nouvelles aventures. Alors donc, qui est Alain Thébault? Je pense que le meilleur moyen de vous le décrire, c'est déjà de vous parler de notre rencontre. Donc, je devais l'interviewer, il se trouve que je devais le faire à Zurich, en Suisse, et Alain me dit donnons rendez-vous au Yacht Club de Zurich. Ok, pas de problème, il travaille dans le milieu nautique. Moi, je me dis il doit avoir un rendez-vous après au Yacht Club, quoi. Donc, pas de problème, je vais là-bas. Je ne me pose pas plus de questions que ça. Le jour où j'y arrive, on se présente, on se retrouve devant le Yacht Club, et là, il me dit bon, bah, on y va. Et je découvre, en arrivant sur place, c'est quand même le Yacht Club, hein, c'est une institution, le truc, qu'il ne connaît personne, qu'il n'y a jamais mis les pieds de sa vie et qu'il n'a absolument pas pris rendez-vous. Et donc, on se retrouve là et il me dit, mais t'inquiète, on va demander. On va sonner à la porte et on va demander qu'il nous accepte pour qu'on puisse faire cette interview. Le tout en suisse-allemand, alors qu'il ne parle pas, et moi non plus, un mot de suisse-allemand. Donc, je vous laisse imaginer la scène. Tout ça, pour moi, ça décrit parfaitement Alain. Un rêveur fou, mais qui arrive toujours à atteindre ses objectifs parce que oui, mesdames et messieurs, grâce à Alain, nous avons sonné à la porte et nous avons réussi à avoir cette interview ensemble au Yacht Club de Zurich, alors que ça n'était pas prévu. Comme quoi, finalement, parfois, il faut simplement oser. Et c'est la morale de cette histoire. Alors, pour vous en dire un tout petit peu plus sur Alain, pour que vous arriviez quand même à le situer, parce que vous allez voir que l'épisode part un petit peu dans tous les sens, Alain est passionné de l'air et de l'eau. C'est pour ça qu'il a créé un bateau multicoque à hydrofoil. Alors, ça paraît très compliqué, mais c'est globalement un espèce de gros catamaran, ça je dis ça pour les néophytes de l'eau, hein, comme moi, avec un foil, c'est-à-dire un espèce d'aileron qui va plonger dans l'eau et qui va faire que le bateau est comme un oiseau et va planer au-dessus de l'eau. C'est-à-dire qu'il n'est pas vraiment sur l'eau, il est à peu près 1 ou 2 mètres au-dessus. Pourquoi est-ce que c'est intéressant? Parce que ça permet d'aller beaucoup plus vite puisqu'il y a moins de frottement. Et donc Alain a inventé ce système pour justement créer le bateau qui aille le plus vite au monde, le bateau à voile qui a battu le record du monde de vitesse. Mais il n'a pas voulu s'arrêter là et maintenant est parti sur de nouvelles aventures, cette fois créer le Sea Bubble ou Bubble Sea. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Inventer les mobilités de demain avec un bateau, une fois de plus, qui vole, une fois de plus, donc on est toujours un petit peu au-dessus de l'eau, et avec zéro émission de gaz carbonique. Donc tout ça pour dire qu'il a réussi tout simplement à inventer la mobilité écologique de demain, parce que Alain est convaincu que l'eau peut être un nouveau moyen de se déplacer beaucoup plus intéressant que l'air ou que la terre, où il y a déjà beaucoup de monde, il faut quand même se le dire actuellement. Du coup, est-ce que Alain ne serait pas le Elon Musk français? Je vous laisse en décider dans cet épisode, mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Alain Thébault. Salut Alain, bienvenue sur le podcast. Oui, bonjour Pauline. Mais en plus dans ce cadre quand même absurde, trop cool, je suis hyper contente. On est, mesdames et messieurs, au Yacht Club de Zurich, donc quand même c'est la grande classe. Alain, je te remercie d'avoir accepté l'invitation et je voulais commencer assez simplement pour les personnes qui ne te connaissent pas par en fait le début et que tu me racontes d'où tu viens, où est-ce que tu es né, c'était comment ta famille, t'étais comment petit, qu'est-ce que tu voulais faire plus tard. Bref, parle-nous du petit Alain Thébault quand il est né. Merci Pauline, mais je le connais assez peu en fait. J'étais dans un pensionnat en face de la maison de ma mère. C'est une période un peu compliquée, j'en ai pas beaucoup de souvenirs. C'est une partie de ma vie en noir et blanc et je préfère la couleur. Donc c'est vrai que les quelques souvenirs, donc j'ai vu ma mère 3 fois, donc je l'ai vue elle m'a une fois serrée dans les bras. Ensuite je l'ai vue une fois à Paris avec mes filles et puis je l'ai vue dans son cercueil, donc c'était un peu compliqué. Parce que tu l'as, Et tu donc, l'as vu très non, peu. je l'ai vue, ouais, je l'ai vue assez peu. Après, donc,
Voilà, après j'étais plutôt doué à l'école, mais j'avais des chaussures trouées, des cheveux longs, hirsutes, Stinson Beach. Voilà, donc j'avais une adolescence ensuite dans différents pensionnats. Et puis en fait, je rêvais de voler. Je me suis dit un jour je volerai. Donc j'avais cette passion pour les oiseaux. Donc sur la chambre de mon pensionnat, j'avais des oiseaux. Sur la gouttière, je me disais, c'est que c'est quand même cool d'être un oiseau. Et donc, ça m'a donné envie. Mais simplement, c'est quand même quelque chose qui n'est pas naturel chez les humains. Donc, il nous faut des foils, il nous faut des ailes, il nous faut un peu de technologie. Voilà, donc après, quand j'étais ado, alors sur mes bulletins d'école, je me souviens, j'avais parfois élève brillant mais ingérable. Ah oui, tu étais du style un petit peu dissipé ou rêveur plutôt? Les deux, rêveurs sûrement et dissipés, fortement dissipés. Je n'allais qu'à certains cours. J'ai un copain qui s'appelait Marc Laloy, donc il avait choisi la drogue et moi je choisis la voile. Donc il est rapidement mort en fait, Marco, de la drogue. On avait 16 ans, moi j'ai choisi un peu la voile. Donc j'allais sur une petite rivière et sur un petit lac où il y avait des rats. Et en fait, quand il y a des rats sur l'eau avec des détritus, ça donne envie de pas tomber. Donc Ouais. la courbe de progression est très très forte. Et ensuite, Mais juste, je suis désolée de t'interrompre. Comment est-ce que tu t'es mis à la voile? T'avais des j'avais un personnes dans copain qui ta s'appelait Bruno famille? Mitten qui avait une planche à voile. Ouais. Et donc j'ai emprunté sa planche, j'étais dessus. Alors en plus je ne sais pas nager. Bon, enfin alors là j'apprends, j'ai 58 ans, je dis il est temps. Donc là maintenant je nage où j'ai C'est fou. pied. Donc je suis très fier. Alors je mets pas encore la tête sous l'eau, ou vraiment quand c'est nécessaire. Donc là maintenant je suis mature. En fait j'ai 58 ans, j'ai 3 grandes filles, j'ai 2 petits garçons, une femme de rêve, Erna Blinova, qui est à la fois une intellectuelle et puis qui structure un peu ma vie parce que je suis planant, je pense. Et voilà. Qu'est-ce qui a fait que tu as eu envie de te mettre à nager alors que ça fait quand même 50 ans que tu es passionné par le monde marin et que pourtant tu Mais avais c'est un réussi à fluide vivre sans, quoi. extraordinaire, l'eau. Mais d'être dans l'eau, alors tout à l'heure je te parlais des oiseaux, mais il y a aussi des poissons, c'est merveilleux quand on met la tête sous l'eau à Porquerolles ou à Porquerolles, c'est extraordinaire le monde sous-marin. Donc avec un masque je regarde, enfin assis dans l'eau, hein, et c'est vrai, ou sur les rochers, et c'est extraordinaire ce monde. Et le prince Albert a raison avec sa fondation Prince Albert II de protéger tout ça. Il y a le triangle Pélagos, c'est de protéger les dauphins, les baleines, les petits poissons, c'est extraordinaire. Mais donc toi, finalement, si je comprends, ça a d'abord été la perle de l'air. Et c'est après seulement que tu as commencé, un peu par les hasards de la vie, grâce à ce copain qui faisait de la planche à voile, à t'intéresser au monde marin. Initialement, c'était plus la liberté de l'air, enfin C'est le ça, vol. les oiseaux, voler, et puis alors ensuite j'ai passé mon brevet de pilote à Toussus-le-Noble, et j'ai fait un peu de planeur à Bailleul-en-Menonville. Enfin, je sais ce que c'est qu'un avion, un bateau. Puis moi j'aime les projets qui lient l'aérien et le maritime. Ben, effectivement, on va comprendre pourquoi. On va comprendre pourquoi. T'étais de quelle région? Parce que finalement, j'ai pas compris où t'avais vécu cette enfance. Alors donc moi je suis né sur l'aéroport de Dijon, parce que mon papa y réparait des avions. D'accord. Et puis, ma maman était issue d'une famille de pêcheurs du Guilvinec, donc j'étais en pension au Guilvinec, à Saint-Joseph, puis à Saint-Gabriel, Alors j'étais trop petit pour être dans un pensionnat de garçons, il y en avait, donc j'étais avec des filles, donc j'étais un peu misogyne à l'époque, je me disais c'est infernal toutes ces filles. Alors après ça change quand il y a ado. Puis aujourd'hui j'ai 3 grandes filles de rêve, Joséphine, Héloïse, Victoire, j'ai 2 petits garçons avec Arthur et Piotr. Non, finalement, je suis pas du tout dans le modèle de vie que j'ai imaginé. Mais je suis particulièrement heureux, en fait. J'ai vraiment c'est une forme d'accomplissement, quoi. Je voulais faire voler les bateaux, je les ai fait voler. Aujourd'hui, je me mets au service de la collectivité pour faire voler tout le monde. Donc c'est vraiment extrêmement satisfaisant. En fait, ce qui compte, c'est probablement le cheminement, c'est de partir de pas grand-chose, avec des chaussures un peu râpées et pas de quoi aller chez le coiffeur. Et puis aujourd'hui, de voir mes bateaux voler. Donc il y a eu cet hydroptère. Donc on s'est craché 3 fois. Donc Éric Tabarly partageait cette idée. Éric, c'était un type extraordinaire. C'était un monsieur, parce que quand il m'a dit Alain, mais tu viens me présenter tes plans, on partage les mêmes idées, où habites-tu? J'ai dit j'habite dans ma 2 chevaux. Et là Éric il m'a dit mais installe-toi à la maison, au premier étage. Donc c'était un homme libre, Éric.
Et voilà, il a fortement marqué ma vie. J'ai passé quelques années avec lui, donc quand j'avais 18 ans, mon service militaire arrivait. J'ai besoin là de un gros rewind. Là, tu vas trop vite, On a 1 heure devant nous en plus, Oui, Alain. exact. Donc dis-moi, j'ai compris ton enfance à peu près, dans la mesure où on peut la comprendre. Un peu compliqué. Voilà. Tu commences à te passionner pour l'air et pour l'eau. Et à 18 ans, tu me dis, tu rencontres Éric Tabarly et tu viens, toi, avec un projet. C'est-à-dire que c'est toi qui vas le chercher. Comment se passe cette rencontre? Non, mais avant la rencontre, il y a le projet. Donc, je prends toujours un papier, ouais. un crayon, ouais. et je dessine l'objet dont je rêve. Toi, tu as une idée comme ça qui te vient. Ouais, généralement, toujours, moi, je me lève entre 3 et 5 heures du matin. Donc, j'essaie de classer mes idées. J'ai un peu j'ai la tête qui fait des bulles. Donc, je classe mes idées et je me dis, OK, ça, je veux le faire. Donc, je le dessine. Je réunis l'équipe, parce que le succès, c'est toujours le succès d'une équipe. On ne peut pas mener un projet seul. Et puis ensuite, je le fais et je le pilote. Mais attends, à l'époque, là, je comprends maintenant, mais à l'époque, quand tu as 18 ans, que t'es personne, que tu vois... 18 ans, c'est déjà grand. Oui, Zuckerberg, il a fait Facebook, il doit avoir 22 ou 25 ans. 18 ans, c'est déjà grand. Mais c'est dingue d'avoir cette ambition à 18 ans. C'était quoi l'idée à l'époque? Je voulais voler. Tu voulais voler avec un bateau? Oui, mais sans bruit, sans... En fait, voler, c'est extraordinaire. Le problème, c'est le bruit, la pollution générée, tout ça. Donc, voler comme un oiseau, ça c'est quelque chose de fort. Donc, je me suis dit, OK, je fais voler un bateau. Donc, je suis allé voir un grand monsieur chez Dassault Aviation qui s'appelait Alain Deberg. Je suis allé voir Bruno Revlin-Falcos, qui était le vice-président. J'ai montré mes croquis. Ils ont dit, Alain, et tu incarnes la fibre inventive. Donc, on va t'aider. Le créateur, quoi, le vrai, l'innovateur. Moi, j'aime partir d'une page blanche et j'aime quand c'est compliqué. Je fais une partie d'échecs par an, toujours au même endroit, l'hôtel des Roches Rouges en Corse à Piane, contre quelqu'un qui prend des cours d'échecs. Et je le bats à chaque fois. Parce que tu repars à chaque fois. J'aime gagner, en fait. J'aime aller au bout, commencer à bouger un pion, me dire qu'est-ce que je fais du fou, qu'est-ce que je fais du cavalier, comment est-ce que je protège. Voilà. Et puis j'aime avancer. Et puis si possible, gagner, c'est quand même très très agréable. Et puis j'ai l'impression avec une vision long terme aussi, parce que tu acceptes quand même que ça prenne du temps, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Oui, alors j'ai un rapport au temps. J'ai fait ma propre montre qui s'appelle la No More Time. Pourquoi? Parce que le rapport au temps, alors j'ai passé pas mal de temps en Asie, en Europe, c'est un peu différent, mais on a besoin de temps. On ne fait rien avec un claquement de doigts. Il faut donc il faut du temps. En fait, surtout pour les projets de cette nature. Ce sont des projets complexes, il faut du temps. Alors mes amis d'Airbus et Dassault me disent mais t'es super rapide, toi tu dessines, bing. Par exemple, j'avais croisé un Jean-Claude Biver qui est une légende de l'horlogerie. Il m'a dit mais Alain, tu dessines une montre, tu vas voir les horlogers au loc, 1 mois plus tard, tu as ta montre. Alors elle est certes remplie. Pour travailler dans le secteur, en général, c'est plutôt 3-4 ans. Le développement d'une montre. Voilà, non, j'aime aller vite. Ouais. Alors attends, si on revient, donc tu as cette idée folle et là tu commences à me dire, tu vas voir des gens chez Dassault, etc. Moi j'aimerais comprendre quand même pour les personnes qui nous écoutent, qui parfois peut-être peuvent avoir des idées, se dire, mais quand j'ai pas encore le réseau, comment je fais pour aller trouver ces gens? Tu vas sonner. C'est-à-dire que c'est ce que tu fais. En fait, j'ai besoin d'une technologie. Je vais, je voulais écrire un livre par exemple, Le pilote d'un rêve chez Flammarion. Je vais écrire un livre, alors j'aimais la sonorité du nom Flammarion. Donc je vais place de l'Odéon, je sonne chez Flammarion, je dis bonjour, je voudrais publier mon livre chez vous. Ils me disent pourquoi? Je dis mais j'aime la sonorité du nom Flammarion. Je n'avais que 2 livres quand j'étais petit et j'avais entendu ce nom Flammarion, ça me fait rêver. Alors les gars ils rigolent, au desk, la fille rigole en disant mais écoutez. Donc là t'es littéralement, si on situe, t'es au desk à l'entrée avec la réceptionniste quoi. Voilà la réceptionniste, j'ai dit bonjour, je voudrais publier mon livre chez vous. Il va s'appeler Pilote d'un rêve. Je l'écris en ce moment. Elle me dit, mais elle me prend pour un alien. Elle rigole. Elle me dit, mais passez-nous un chapitre. Voilà un directeur littéraire, Thierry Biard, vous lui passez un chapitre. Je lui passe un chapitre. Le gars me rappelle en disant, Alain, on vous publie, venez me voir. Je dis, ok, go. Donc il suffit de sonner. Si tu veux faire un livre, tu sonnes. Alors il y a différents éditeurs. Voilà, moi j'aimais bien Flammarion pour démarrer. Après je suis passé sur un autre éditeur. Ensuite, tu veux faire un bateau qui vole. Bon, voler, il faut aller voir soit Dassault, soit Airbus, soit Boeing. Donc tu sonnes, tu dis voilà mes plans, les gens rigolent, alors soit ils rigolent, soit ils t'aident. Et après tu fais voler ta machine, alors après, ça c'est le début, c'est facile.
Mais les vraies difficultés, c'est quand les engins se crashent. Parce que par nature, quand tu fais voler quelque chose, et voilà, c'est de la tech, enfin, je veux dire, c'est complexe, hein. Donc, ben, les bateaux, mon hydroptère, enfin, avec Eric Tabarly, donc on a fait. Eric m'avait dit, écoute, t'as l'air têtu comme 3 mules, on le développe ensemble, ça sera long et compliqué, peut-être que tu suivras seul, parce que moi, j'ai déjà un certain âge. C'est ce qui s'est passé, et donc, effectivement, Eric est disparu en 1998. Moi j'ai un bateau qui, à l'origine, l'hydroptère s'est crashé 3 fois, donc, et mes 3 filles sont nées entre chaque crash. Donc, Joséphine, 93, donc à 93, le bateau était en réparation, et après, donc, deuxième crash, je me suis dit, ok, j'ai le temps d'avoir un deuxième enfant, parce que le process prend au moins 9 mois de réparer un bateau qui vole, donc Héloïse est née, et après, troisième explosion avec Jean Le Cam à bord, et Jean me disait, mais on est chez les dingues, en fait, on est très liés avec Jean Le Cam, et après, donc, bah, Victoire est née en 99, et puis après, le bateau est devenu fiable. Donc, ben voilà, donc, j'ai une vie un peu différente, où je me suis dit, ok, maintenant, je veux être le plus rapide. Ça, c'était pour l'ego, parce que dans la vie, il y a un temps pour l'ego, puis il y a un temps après pour le partage. Donc, ça, c'était la période de l'ego. Je voulais être le plus rapide à la voile. Donc, j'ai fait un hold-up, finalement, dans le monde de la voile, parce que moi, je suis pas du tout un fils à papa du yacht club de Zurich. Les gens qui font de la voile, c'est une population de privilégiés, c'est un peu comme le golf, tout ça. Moi, je venais de nulle part avec mes chaussures trouées. Et en fait, bing, j'ai claqué le record. En 2008, on a violemment chaviré. Donc, j'ai failli tuer des gars souvent. Ça, c'était quelque chose qui me posait problème. Je disais, les gars, si certains ont peur, ils ne viennent pas, quoi. Enfin, c'est normal d'avoir peur, et chacun a réglé le curseur. Donc, à chaque crash, bah, les gens démissionnaient ou partaient. Et en 2008, on a fait une pointe à plus de 100 à l'heure, et puis on a chaviré très violemment. En Méditerranée, bon, c'est vrai qu'il y avait 45 milieux de Mistral, 45 nœuds établis, hein, enfin rafale à 50. On avait un risque, oui, en fait, ben, il y a de l'écume qui vole sur la mer. La mer est hyper Et Jaco, mon agitée. co-skipper, me disait, Alain, là, c'est quand même costaud. Je dis, Mais surtout aussi, peut-être pour les personnes qui nous écoutent, qui connaissent pas bien le milieu de la voile, un bateau normal à voile, ça va quoi, à 6 nœuds? Ouais, 6-7 nœuds. 6-7 nœuds, c'est-à-dire quoi, 10-12 km/h? C'est ça. À peu près. Un bateau, les beaux bateaux à voile qui vont vite, ceux, tu sais... File 10-12 nœuds. Ceux qui font la Coupe de l'América, tous ces trucs-là, ils vont à combien? Alors maintenant, je leur ai donné le virus à San Francisco. Oui, mais à l'époque, ils allaient à 20 nœuds. À 15 nœuds. 15, bah, tu vois. Donc, et vous visez combien comme vitesse? 50 nœuds. 50 nœuds. Donc en fait, on n'est même pas du simple au double, quoi. C'est genre, tu changes de paradigme totalement. Mais c'est le cas, quand il y a une rupture technologique, tu changes de paradigme. Quand on est passé du Nokia à l'iPhone, parce que l'un de mes actionnaires au départ, après m'a dit, mais Alain, ce que tu fais, c'est l'iPhone à l'époque Nokia. J'aime bien faire ça, en fait. J'aime bien les ruptures. Là, j'étais ambassadeur, les choses complètement différemment. J'étais ambassadeur d'une marque de voitures suédoise haut de gamme, et je les ai rendues toutes les deux. J'ai dit, écoutez, finalement, c'est le meilleur du vieux monde. Mais j'avais c'est pas réellement Tesla. Nouveau. Voilà, j'avais vu Tesla à San Francisco, j'avais visité l'usine. Tesla, finalement, c'est un iPad avec 4 moteurs électriques. Et donc, voilà, j'aime bien une longueur d'avance. Alors, revenons à l'histoire de... Je suis quand même obligée, tu vois, de faire un peu mon boulot et de te cadrer un peu, même si le cadre, c'est pas mieux pour être créatif. Mais dis-moi, donc, l'idée de ce bateau volant, tu l'as un peu avec Tabarly. Oui. Vous travaillez ensemble sur le projet. Oui. C'est ça. Combien de temps tu mets à le développer? J'aimerais comprendre en fait un peu ce qui s'est passé, tu vois, sur cette période, parce que comme tu le dis, c'est tellement nouveau, c'est tellement une innovation que vous avez dû tout réinventer. Donc c'est quoi, au début, tu as des plans, comment ça se passe? J'ai un crayon, un papier. Ensuite, il faut constituer une équipe. Le succès, c'est toujours le succès d'une équipe. Sur les Pendwick, par exemple, Eric il disait, bon, bah, écoutez, moi, la première fois j'ai navigué avec Le Cam et des joyaux, et il dit, écoute, qui c'est toi tu t'occupes bien des voiles, tu sais coudre une voile, toi tu sais faire de l'électronique, tu sais faire de l'hydraulique. Donc, comme le dit Jean Le Cam, c'est celui qui sait, qui fait. Et donc, quand on fait un projet complexe, il faut trouver, là en ce moment, je veux faire voler des bateaux à hydrogène à 70 km/h, en rejetant uniquement la vapeur d'eau. C'est un projet complexe.
complexe. Donc là, j'ai trouvé un polytechnicien, un X qui va être CTO, un PhD hydrogène de l'EPFL. Ensuite, il faut un CEO, un président solide, parce que moi, je suis planant. Donc là, j'en ai trouvé un qui arrive de la zone Middle East, qui a un ancien de chez Kearney, enfin voilà, un gars de 50 ans, extrêmement bien structuré, qui a la légitimité, qui a travaillé pour un grand fonds d'investissement. Voilà. Donc lui, je lui dis, est-ce que tu veux bien être CEO? Tu es légitime? Il m'a dit oui. Donc après, il faut un directeur financier, parce qu'on veut lever quelques dizaines de millions d'euros. Donc j'en ai trouvé un chez Cisco. Une pointure, pareil, 50 ans, Donc très toi, gros tu CV. as la vision et ensuite tu rassembles des gens, tu Mais parce que fédères des seul, on gens. fait rien. Mais oui, donc, et après, j'ai l'équipe. Alors, je veux d'abord l'idée, puissante si possible. J'aime être porteur d'une idée qui me dépasse. Parce que c'est un peu compliqué à mettre en œuvre. Et ensuite, je réunis l'équipe et je shoot. Voilà, donc c'est assez élémentaire. Alors, élémentaire, oui. Je pense qu'on aimerait bien réussir à faire tout ce que tu fais, mais une question très pratico-pratique. Tout ça, ça coûte une fortune. À quel moment est-ce que tu le finances? C'est-à-dire que c'est avant de constituer l'équipe et tu leur dis on va financer ensemble, c'est après comment ça se passe? Parce que c'est quand même une partie hyper importante du succès du projet aussi. Oui, mais il y a un banquier genevois m'avait dit il y a beaucoup plus d'argent que de bons projets. Et toi, clairement, tu as souvent des bons projets. Donc après, on trouve l'argent. Bon, ben là, les 2 premiers jets à hydrogène de Bubblefly coûtent environ 5 millions, 2 millions par bateau, 600 cas d'outillage, 400 cas d'études. Donc il faut 5 millions pour démarrer. Et ensuite, en fonction du ramp-up de production, il faut jusqu'à 30, 40 millions pour accélérer le premier. Donc ben là, j'ai réuni donc avec quelques financiers à Genève et à Monaco qui m'aident. Déjeuner avec quelques banquiers privés à Genève, quelques financiers à Monaco, mais on trouve toujours, aujourd'hui la planète brûle. Quand on a des projets qui sont utiles pour la collectivité, pour le plus grand nombre, on trouve les moyens. Donc je ne doute pas une minute qu'on trouve les moyens, mais avant de trouver les moyens, il faut déjà mettre tout ça d'équerre sur papier, trouver l'équipe, et puis après, donc là on a une investment brief de 50 pages, ultra carré. Voilà, donc en fait, d'abord, c'est les outils et après, je fabrique. Là, je comprends, tu vois, avec Seabubble et avec Alors, Seabubble, c'était un proof of concept, c'était un brouillon. Hein. C'est un peu plus... C'est Bubblefly maintenant? Ouais, c'est Bubblefly. Alors, en fait, donc, il y a eu l'hydroptère, on en a parlé. Donc, le bateau qui vole. Ouais, le bateau qui vole, enfin, une légende. D'ailleurs, j'ai dû abandonner ce bateau à Hawaï, ça me fendait un peu le cœur, mais je ne suis pas matérialiste. Donc je l'ai abandonné, je savais que c'était un one-way ticket quand on traversait après le record mondial de vitesse à la voile. Je voulais traverser un océan parce que je sais que c'est compliqué sur un bateau qui vole, ça marche pas du tout. Je me suis dit, ok, ça je vais le faire. Donc je vais passer un an à San Francisco. Et tu as traversé quel océan? Pacifique, entre San Francisco et Hawaï. Enfin, c'est pas tout le Pacifique, hein, c'est jusqu'au Japon. Ouais, c'est déjà une grosse partie. Je m'étais dit, alors donc j'ai vendu ma maison, j'ai dit à mes filles, ok les filles, je veux pas. Il y a un grand groupe pétrolier qui voulait me financer. Je ne voulais pas de... Ma maman est enterrée au Guilvinec et la côte bretonne était arrosée de fioul. Je ne voulais pas d'un grand pétrolier dans ma voile. Je préférais rester libre. Parce que les 2 mots importants pour moi, c'est le mot liberté et c'est le mot légitimité. Donc liberté, c'est ce qui me guide. Donc voilà, j'ai vendu mon appartement parisien, rue Soufflot, avec l'accord de mes filles. Alors maintenant, je me retrouve à la rue. Hein. Je suis dans une cabane, mais c'est pas grave. Et par contre, j'étais libre. Donc San Francisco, Hawaï, à la rencontre de mon camarade Bertrand Picard. Et le prince Albert avait dit, mais j'aime cette aventure. La fondation va vous aider tous les deux. L'un est porté par le soleil, Bertrand et André Borchberg. Et puis moi, j'étais porté par le vent. Et on s'est rencontrés à Hawaï. Et là, sur le ponton, alors j'ai eu 3 filles et Bertrand. Je savais que c'était un one-way ticket, Bertrand, je savais qu'il poursuivrait, parce qu'il y avait des moyens plus importants, et lui, il est hyper structuré, il y avait une centaine de personnes. Moi, j'étais avec mes tongs, et je savais que le bateau mourrait là-bas, mais je voulais traverser, donc alors j'avais dit à Lecam et Desjeux, vous pouvez trouver les gars, alors Michel Desjeux me dit, ok, pas de problème, je trouve l'équipage, et après, on n'était que 2 avec Jaco, mon co-skipper, Jacques Vincent, comme 8 tours du monde, et on ne trouvait pas de gars. Donc on s'est dit, on va prendre 4 Américains qui n'ont jamais navigué jamais traversé le Pacifique. Donc on trouve les gars donc qui s'occupaient des yachts de Larry Page et de Sergey Brin chez Google, qui était venu naviguer sur l'hydroptère d'ailleurs, à bord, hein, avec Larry et sa femme Lucie, à San Francisco. Et donc là, on trouve les gars, 4 Américains, et à la sortie de la baie de Los Angeles, là, il y avait 3 mètres de houle, et les gars, ils disaient, on veut rentrer. Et on a dit, no way back, les gars. On a dit qu'on partait à Hawaï, donc on y part.
On était 6 à vivre comme des animaux sur un bateau qui vole dans la houle, ça vole absolument pas. On plantait Bah ouais, les ça traves devait être, jusqu'au mât. ça doit tomber dans Bah, le. ça tombait violemment. À chaque fois, les gars se disaient on va casser. En plus, c'est plein de détritus le Pacifique. Et toi, en plus, pendant ce temps-là, tu ne sais pas nager. Enfin, on rappelle Mais quand ça même sert ce à petit rien de détail. savoir. Mais ça sert à rien de savoir nager. Enfin, là, en ce moment, j'apprends. Donc, je suis très fier. J'ai nagé à Pamplonne l'autre jour. J'avais de l'eau. J'avais pied, mais j'avais de l'eau quand même jusqu'aux pectoraux, donc j'étais fier. Enfin, je vais pas plus loin pour l'instant, mais là j'ai 58 ans, je me dis que c'est le moment d'apprendre à nager, mettre un peu la tête sous l'eau, et je serais fier. Alors mes enfants rigolent, hein, mais je vais savoir nager, je pense, bientôt, hein. Et puis voilà, non mais les Ça marins sert à pêcheurs en rien parce que Bretagne. ce que tu me disais, c'est que si tu tombes à cette vitesse. Ah mais si tu tombes à 100 à l'heure, t'es mort, donc sachant nager ou pas, ça sert à rien du tout. Ouais, voilà. Mais l'eau, c'est un milieu que je préfère effleurer, en fait. D'ailleurs, j'avais une question pour toi. Je ne sais pas si tu as vu ce film Tenet qui est sorti il n'y a pas très longtemps, un film de Christopher Nolan. Ça te dit Non. quelque chose? Parce Non, qu'il y a parce une qu'on a... scène où il y a des catamarans sur foil, donc sur, je ne sais pas comment on dit en français d'ailleurs, surélevés, enfin qui volent aussi. Oui, Et à un moment d'ailleurs dans cette scène, le personnage, le méchant, le vilain est projeté dans l'eau et il meurt quasiment parce qu'évidemment ils allaient très vite. Alors ils n'allaient pas à 100 km/h, mais je pense qu'ils allaient assez vite. Et je voulais te demander si tu avais trouvé que cette scène était véridique ou si ça te paraissait complètement farfelu. oui, l'eau, c'est du béton au-delà de 20-25 nœuds, 50 km/h quand on tombe sur l'eau. Alors, on rigolait avec Yves Parlier dans la première traversée de la Manche. Yves me disait, Yves qui a fait le Vendée Globe, qui a terminé en mangeant des algues, et qui est un autre extraterrestre. Et avec Yves, la grande question, c'est waouh, ça devient chaud. Si on part en catapulte, est-ce qu'on rentre dans l'eau les Mais pieds vous êtes devant? accroché? Comment ça se Alors passe? ça, c'est un choix personnel. Soit on s'accroche, mais dans ce cas-là, on peut mourir noyé sous le filet. Soit on est éjecté, donc on est en combinaison de survie, et à ce moment-là, on se retrouve, donc c'est arrivé, on se retrouve à voilà, une 10-15 mètres devant le bateau. Avec combinaison de survie, on flotte, on a une bouée. Alors on a essayé, heureusement qu'on n'est pas souvent attaché, parce qu'une fois en 2008, qu'on a chaviré très violemment, on a failli tuer un gars, qui s'appelait Armand, il est mort depuis d'un cancer, mais Armand était coincé sous l'eau, sous le filet, bateau chaviré, et donc de temps en temps, en fonction des vagues, il avait la tête dehors de l'eau, ou alors il blou blou blou, il sentait les bulles, donc, et en plus il avait un bout autour du cou, donc avec Jaco et Pierrot, on a pris le couteau, et puis on lui a Oula. libéré le bout autour du cou, et il est ressorti vivant. Mais il était bloqué sous le filet, donc c'est un choix personnel, soit de la catapulte, soit les bulles. Le gars arrive dans Scylla, quoi. Okay. Mais alors, t'as déjà eu peur de la mort? C'est quoi cette relation, tu vois, au danger? Non, je n'ai pas peur de la mort. Et t'as peur de te faire mal? En fait, on meurt tous, quoi. Enfin, je veux dire, on n'est rien quand on part d'un point A à un point B. On meurt tous. C'est un des rares points sur lesquels les gens soient égaux. Donc moi, je suis absolument relax avec ça. Enfin, je veux dire, ça sert à rien de se stresser pour la mort, parce que de toute façon, on meurt tous. On peut avoir du stress quand on a une emprise sur quelque chose et qu'on peut orienter. Mais de toute façon, on meurt tous un jour. Donc, autant avoir du plaisir, du fun, une vie en couleur. Alors, il vaut mieux mourir le plus tard possible, parce que c'est quand même sympa. Là, je vois grandir mes deux petits garçons, Arthur a 4 ans, Piotr 1 an et demi. Je ne suis pas du tout dans le modèle de vie que j'imaginais. Je me retrouve avec deux petits, et j'ai une femme de rêve, Erna Binova, une femme, Ouais. femme de rêve, elle parle 5 langues, c'est une intellectuelle. Je ne sais pas ce qu'elle fait avec moi, d'ailleurs, moi je suis une espèce Je pense qu'elle s'ennuie pas déjà. Non, ça c'est clair, parce qu'on n'a pas de maison. En fait, on n'a pas de maison, parce que l'instabilité fait avancer. Donc, quand j'ai connu Erna, elle m'a dit, mais où t'habites? Je dis, je vais habiter une cabane en bois. C'était autour d'Hawaï. Ah, ça c'est quand même une bonne histoire. Hawaï. Donc, on se parle par SMS. Je l'avais croisée dans une rue à Paris, parce qu'Erna était modèle pour un grand groupe de luxe. Parce qu'elle marche comme un oiseau, donc elle était modèle. Et puis, et là, donc je lui dis, on commence à discuter, elle marche comme un oiseau, ça me fascinait, moi, quelqu'un qui marche comme un oiseau. Et après, on échangeait, puis en revenant d'Hawaï, j'étais à la rue, parce qu'à chaque fois, quand il faut choisir la femme ou le bateau, ça m'arrive souvent, j'ai choisi le bateau, en laissant une femme sur le quai. Et donc, et là, et voilà, donc avec Erna, je me suis dit, waouh, elle est extraordinaire, cette femme. Donc je vais habiter un peu chez elle à Berlin. Et puis après, elle vient habiter en France. Et puis là, elle me dit, mais où est-ce que tu habites? Je dis, je vais habiter dans une cabane en bois parce que je veux rien en fait.
J'ai horreur des logiques d'enrichissement personnel, des maisons, de l'accumulation des biens, des richesses. Tout ça, c'est stupide. Ce qui compte, c'est de partager. Et en fait, comme on ne fait que passer, c'est une cabane en bois. Ben, c'est un matériau éphémère. Une cabane en bois, ça dure pas des milliers d'années. Et puis, voilà, c'est comme un sillage éphémère qui, au final, on ne laisse pas de traces. J'aime cette idée de ne pas laisser de traces, de laisser quelque chose que les générations suivantes puissent partager. Voilà, mais j'ai l'idée de vivre léger. Donc, on n'a pas de maison. Donc là, on vivait dans une cabane en bois. Puis à un moment, quand j'ai créé la startup Sea Bubbles, après cette idée qui est née sur le ponton Hawaï, les filles lui disent: Papa, fais voler tout le monde, t'es un génie, mais t'es insupportable. Et alors Bertrand Piccard rigolait sur C'est le comme ça que ponton. c'est né, j'allais te demander en fait. C'est ça, c'est mes filles. Donc, traverser donc, record mondial de vitesse à la voile après le crash d'hélicoptère. OK. Ensuite, traversée du Pacifique. Après un an à San Francisco, Los Angeles, Hawaï, j'arrive sur le ponton, ruiné, je sais que mon bateau mourrait là. Mes filles me disent: Papa, ce que tu fais dans la vie, ça sert à rien, en fait. Dur. Non, c'est jamais dur quand c'est vrai. Tu l'as pas mal pris. Ben non, mais c'est la vérité. Elles sont vraiment la bouche des enfants. Ouais, enfin, quand t'as bossé pendant 15 ans sur un truc, ça fait un peu mal quand même. Non, mais je savais que c'était un plaisir. Je voulais voler, c'était un fantasme assez personnel, alors qui aujourd'hui débouche sur un projet industriel que je n'avais pas imaginé. Mes filles me disent: Papa, fais voler tout le monde. Ok, je prends mon papier, mon crayon, je dessine. Je me suis dit: je vais faire voler une voiture sur l'eau, mélanger un avion, un bateau, une voiture. Je dessine. Héloïse a l'idée du nom de Sea Bubble. On crée la start-up. Je vais voir Henri Sédou au Courcelles à Paris. Alors Henri, je l'adore. Lui, c'est un alien. Il a créé Parrot, les drones. C'est le papa de l'air. Bon, alors Henri, je le vois sur la banquette en sky du Courcelles. Et je lui ramène un drone. Il me dit: qu'est-ce que tu vas faire? Je lui dis: écoute, je vais faire voler tout le monde. Parce que mes filles m'ont dit que dans la vie, ça sert à rien. Voilà, j'ai créé Sea Bubble. Il me dit: waouh, c'est une idée de génie. Tu as encore raison avant les autres. J'investis 100K. On crée la start-up. Et en avant, donc on a fait ce proof of concept. Donc là, on a levé une 15aine de millions, développé tout le concept. L'image a fait le tour du monde. Et voilà, donc explique-moi l'idée en quelques mots, du coup, pour les personnes c'est de faire qui voler connaissent tout pas. le monde, c'est-à-dire c'est dans la mobilité. Là, nous sommes au Yacht Club de Zurich, donc tous les bateaux qui sont ici au mouillage, ils sont là pour le plaisir personnel, quelques journées par an, pour un certain nombre de privilégiés. Mais on n'est pas. Et aujourd'hui, on a besoin de mobilité verte. De l'autre côté, il y a les voitures dans les bouchons, comme dans toutes les villes du monde. On est à Zurich. Donc c'est vrai à Paris, c'est vrai à Londres, c'est vrai à Bangkok, c'est vrai à Tokyo, c'est vrai à Hong Kong, c'est vrai à San Francisco, à Houston. Partout, les gens sont immobilisés et on a oublié d'utiliser les plans d'eau. Sauf en Asie. Mais je dirais qu'en Europe, aux États-Unis, on n'utilise absolument pas l'eau. Or, ce sont des infrastructures naturelles, et si on les effleure en rejetant de la vapeur d'eau, ben on ne dérange pas les oiseaux, on ne dérange pas, enfin on n'abîme rien, et on peut transporter les humains. Donc c'est de la mobilité sur l'eau écologique. Absolument, absolument. Alors par contre, c'était un proof of concept. Je savais que c'était un brouillon. Sea Bubble en a revendu. Mes filles ont vendu la start-up depuis parce qu'il y avait un problème d'autonomie, un problème de capacité. C'est trop petit. Mais c'était un beau proof of concept. Tu voulais prouver que c'était possible de voler sur l'eau de manière écologique, quoi. Absolument. Donc on l'a dit et on l'a fait. Parce que dans la vie, il y a ceux qui disent et il y a ceux qui font. Alors moi, j'aime bien faire. C'est le CAM qui répond. Il y a ceux qui font ce qu'ils disent. Oui, voilà. Alors on n'est jamais ça match des fois pas tout à fait parce que entre la théorie et la réalité, il y a toujours des ajustements. Donc là, je voulais faire de la mobilité green, mais on utilisait quand même des batteries. Et donc il y a 3 gars qui ont eu un rôle important pour la bascule de Sea Bubble à Bubblefly. Le premier, c'était Jean-Louis Etienne. Jean-Louis Etienne me dit, donc Bertrand Piccard nous a invités à l'ONU à une réception. Il y avait Jean-Louis Etienne et puis Gérard Felzer. Et les 3 me disent: mais Alain, ton idée est géniale, mais ça marchera qu'avec de l'hydrogène. Et ils avaient raison, parce que la batterie, j'ai la chance d'avoir une Tesla, mais un problème d'autonomie avec la batterie, il y a un problème de temps de charge. Pour venir à Zurich, là, j'ai dû charger pendant 1 heure. Donc c'est une étape, les batteries. Et puis l'hydrogène, par contre, c'est un temps de charge ultra rapide, 3 minutes pour 700 km. Puis il n'y a pas un sujet aussi sur les batteries Mais si, après, les batteries, qu'est-ce qu'on en fait, le recyclage, etc. Quand même pas... donc là, c'est génial. L'hydrogène, c'est vraiment le pétrole de demain. Donc on a créé une start-up qui s'appelle Bubblefly, qui est un opérateur de mobilité. Et surtout, il y a la notion de partage qui est arrivée. C'est-à-dire que la possession d'un objet, au final, c'est stupide. Il faut le partager. En fait, aujourd'hui, on partage les vélos dans les villes. On partage les bus, on partage les tramways, les trains. Donc, posséder un bateau pour quelques centaines de milliers d'euros et l'utiliser aussi peu, ça n'a pas de sens.
Donc je crois beaucoup à la logique du partage. Voilà, donc on a créé un opérateur de mobilité et puis voilà, j'aide à la conception de ces engins via une autre société. Et puis voilà, donc en ce moment, on est en train de constituer l'équipe, le projet Bubblefly. Donc le souverain, c'est le prince Albert qui m'a dit Alain, le Bubble, c'est bien, mais c'est trop petit et il faut faire plus grand, plus rapide. Donc j'adore le prince Albert, c'est vraiment il a la fibre écolo, lui, mais c'est viscéral, quoi. C'est vraiment pas de l'habillage. Et donc voilà, je l'ai dit et je le fais. Donc ça, c'est mon troisième grand projet. Il y a eu l'hydroptère, il y a eu le proof of concept Sea Bubble, et là, avec Bubblefly, on va faire ces jets à hydrogène et se déployer entre Monaco, Nice, Cannes, Ramatuelle en France. C'est ça, ça peut être tout aussi bien sur de l'eau de mer. Alors, Oui, j'imagine pas dans la houle de 3 mètres de haut, mais sur de l'eau raisonnablement calme et sur des lacs aussi éventuellement. oui, alors sur les lacs, on a quelques demandes à Zurich, et sur le lac des Quatre Cantons, qui est magnifique. Voilà, on a des demandes en Italie, on a des demandes aux États-Unis, on a des demandes à San Francisco. Voilà, donc il y a un besoin mondial, mais donc c'est de nouveau une idée qui me dépasse, donc j'adore, parce que je ne sais pas comment faire. Donc là, on est une équipe d'une petite dizaine de personnes, on essaie de lever quelques dizaines de millions, et puis voilà, j'ai tiré les enseignements de toutes les erreurs, parce que ce sont les échecs qui font progresser. Et puis moi, en termes d'échecs, la liste est longue. Ne serait-ce que les 3 crashs dont tu me parlais, où à chaque fois ça devait être dur quand même. Non, ce qui est dur, c'est de voir des gens trop sûrs d'eux qui restent et qui peuvent tuer tout le monde. Il y avait le syndrome du 6h19, quand on était en la période du record absolu. Il y avait un train qui partait de Marseille à 6h19 pour le retour en Bretagne. Et après chaque navigation, quand c'était un peu chaud, on disait, OK, est-ce qu'il y a des postulants pour le 6h19? Donc je me souviens, il y avait le départ, enfin je tairais les noms, et puis il n'y avait pas de honte à partir, quoi. Il y C'est a ceux pas qui mal. croyaient plus au projet, quoi, qui avaient plus envie. Soit qu'ils ne croyaient plus au projet, donc ça arrive, il y en a eu plein, enfin des sceptiques, il y en a toujours eu plein, moi ça me gêne pas une minute. Et puis des gens qui ont peur et qui se disent, bon ok, là, le niveau de risque est tellement élevé que je ne veux pas y aller. Mais je respecte totalement. Il n'y a pas de honte à avoir peur, au contraire, hein. Moi j'ai des amis, des policiers d'élite, comme Georges Salinas, par exemple, qui est l'ancien numéro 2 de la BRI, qui est un copain qui était rentré au Bataclan. Lui, il a le curseur en termes de peur. Alors maintenant, il s'occupe des 70 gardes du corps du président Macron, mais il a un curseur à un Qui est niveau pas le même extrêmement que celui élevé. de quelqu'un Voilà. lambda, quoi. Alors donc moi, j'ai pas ce niveau-là, mais quand même, j'ai le curseur assez haut. J'ai pas trop Oui, peur. je Et pense. puis voilà. Voilà. Alain, dis-moi, tu as déjà eu des moments de doute par rapport à l'un de tes projets? Est-ce que, tu sais, en tant qu'entrepreneur, souvent, tu te retrouves dans des situations où tu es chevillé au corps, tu y crois, et cetera, et puis il y a quelque chose qui se passe, tu t'es pas bien un moment, et cetera, et tu te mets à douter. Et le doute, ce qui est terrible, c'est qu'une fois qu'il est là, c'est vraiment la petite, Mais il est c'est nécessaire. il est nécessaire, mais il est dur aussi, et parfois certaines personnes, du coup, se font complètement embarquer par ce doute et n'arrivent plus à s'en relever. Et je voulais te demander, toi qui as l'air d'être la personne, alors la plus allumée, mais je dis ça avec toute la bienveillance du monde, mais t'es chevillé corps et âme à tes projets pendant des années en plus. Donc c'est pas comme si ça durait 1 an, quoi. C'est 15 ans à chaque fois. Est-ce que tu as quand même vécu des moments de doute? Si, mais quelques-uns. Alors, ils sont assez peu fréquents. Mais c'est vrai qu'ils sont utiles parce que le doute est nécessaire, hein. Je pense sinon, si tu ne doutes pas, ça va pas. Je pense qu'il faut douter. Les humains doivent douter. Ils se disent, ok, est-ce que j'ai fait une bêtise? Non. Est-ce que je peux faire mieux? Est-ce que c'est le bon design? Est-ce que c'est la bonne structure? Est-ce que c'est la bonne équipe? Non, mais alors je pense que j'ai pas assez de doutes parce que notamment humainement sur les équipes, je me suis souvent fait flouer. C'est vrai que j'avais un associé qui à un moment s'est dit, ben je vais verser 25 000 francs à une femme qui servait à rien par mois avec l'argent de la société. Et là, je m'étais dit, putain, mais le gars, il est pas net, quoi. Il fait des bêtises. Donc, j'ai pas assez de doutes sur les humains. Enfin, Trop de confiance, quoi. trop de confiance, oui. Mais bon, c'est aussi agréable de donner sa confiance à un jeune. Moi, quand je reçois le CV, je donne toujours une chance à un jeune. Un jeune qui reçoit un CV, si on peut l'embarquer et lui mettre le pied à l'étrier, parce que les projets qui fonctionnent lient 3 générations. On écarte trop les anciens dans la société actuelle, parce que quand vous avez un retraité chez Dassault Aviation qui a 85 ans, alors lui, il est vraiment précieux.
parce qu'il a de la bouteille. Vous avez un gars de chez Airbus qui avant était sur Concorde, comme Boris Fratt, un des gars qui m'aide. Boris, il était stagiaire sur Concorde, alors lui, il en a Il vu. en a vu, ouais. Un autre, un retraité de Dassault qui s'appelle Jean Abriba, qui était ingénieur d'essai du Mirage F1, Jeannot, il allait ramasser la petite cuillère, les premiers, quand il y a eu un souci sur le Mirage F1, il a ramassé la petite cuillère dans un champ, l'avion et le gars, et donc ça c'est des légendes. Alors il faut des gars de 80-85, ils sont topissimes, et il faut aussi des jeunes ingénieurs. Alors en France, le problème, c'est que si c'est des ingénieurs surdiplômés, comme on appelle les bac plus 18, ils sont souvent un peu arrogants et trop sûrs d'eux. Donc, ils n'ont pas fait assez de bêtises pour avoir l'humilité et la bouteille. Mais il faut mélanger les 3 générations. Quadra et Quinca au centre pour le pilotage, expérience des anciens et la fougue des jeunes. Ça marche bien. Quand tu as eu l'un de ces crashs, je ne sais pas s'il y en a un qui était particulièrement dur pour toi, est-ce que tu pourrais me décrire à l'époque tes émotions? Parce que tu t'y attends pas, évidemment, quand ça arrive. Enfin, tu espères que ça va marcher. Et là, bam, tout d'un coup, tu te prends un petit mur et il faut rempiler. Alors qu'en plus, c'est un peu public quand même, parce que tu étais en train d'essayer de break the record, quoi. Oui. Mais en fait, non, mais je dirais que la fraction de stress, c'est le moment où tu comptes les gars pour voir si tu n'en as pas perdu un. Donc là, tu te dis, ok, et après, t'es relax. Bon, la machine C'est sûr que ça met les choses en perspective, quoi. Mais si tu n'as tué personne, la vie est belle. Et tu regardes, tu vois tout le monde qui flotte à peu près. Bon, les gens à moitié amochés, les côtes cassées, la petite mécanique, les genoux fracassés, les côtes, tout ça. Si les gars flottent encore et sont vivants, la vie est belle. Écoute, c'est marrant que tu dis ça parce que je me dis, du coup, les fois, tu sais, où je suis pas contente parce que j'ai foiré quelque chose, je me dirais, au final, personne n'est mort. C'est ça. C'est le principal. Mais c'est ça. En fait, là, on est sur les fondamentaux. C'est-à-dire qu'on défriche, on est d'un esprit pionnier qui est extraordinaire. Parce que se dire, ok, j'ai une page blanche, je vais faire voler des engins à hydrogène et en transporter des humains, il ne faut pas qu'il y ait d'accidents, etc. Ça, c'est génial. Mais effectivement, la vie est belle. Tant que tu n'as pas un cancer du poumon en phase terminale, tu es relax. Enfin, je pense qu'il faut relativiser. On a les 2 tiers de la planète. Parce qu'à un moment, en venant te voir, je me suis dit, mais attends, s'il me pose la question du luxe, quel est le vrai luxe? Le vrai luxe, c'est d'avoir de l'eau, d'ouvrir son robinet, d'avoir de l'eau potable. C'est ça le vrai luxe. C'est d'avoir un air respirable. Les 2 tiers de la planète, quand tu vois les scènes en Afghanistan, tous ces enfants, toutes ces familles, c'est d'une tristesse absolue. Donc nous, on est des privilégiés. Donc de quoi peut-on se plaindre? La vie est belle, on est dans des pays tempérés. Alors les phénomènes météo vont en s'accentuant, c'est-à-dire que les vagues sont plus hautes, les tempêtes sont plus violentes, les phénomènes météo offrent des pics plus importants, vers le haut, vers le bas, donc il y a plus de violence. Mais nous, on est des privilégiés, donc voilà. Alors effectivement, mais cette période où je prenais des risques, j'ai des enfants, donc maintenant j'ai 5 enfants avec mes 2 petits garçons, je fais attention à bicyclette notamment, je pense que c'est un... Et puis quand je marche dans la rue, donc je garde la distance de sécurité, soit je longe le mur au cas où le pot de fleurs tombe, parce que j'ai poussé un pot de fleurs à Paris, les pots de géranium, j'en ai lancé pas mal, juste en les poussant, et donc le pot de géranium, généralement, il tombe à peu près à 1 mètre de la façade du mur en fonction de l'étage. Donc soit je rase les briques, les parfums en ciment des murs dans les villes, pour éviter le pot de fleurs qui tombe, c'est un des risques majeurs, soit je marche à 2 mètres des habitations, et là j'ai l'impression d'avoir une vie pas dangereuse, parce que le risque c'est quoi? C'est les pots de fleurs qui tombent dans les rues, c'est d'être renversé à bicyclette, donc à bicyclette je suis d'une prudence extrême. C'est fou parce qu'en fait, à la fois tu vis ta vie tellement pleinement que certains moments tu prends des risques quand même, ils sont pas inconsidérés, mais qui sont au-delà de ce que la plupart des gens prennent comme risque, typiquement quand tu es dans un bateau qui va à 100 km/h et que tu sais que si tu tombes, tu meurs. Oui. Mais à l'inverse, tu es vigilant à ne pas prendre de risques pour des choses stupides, du style le pot de fleurs qui te tombe dessus. Oui, voilà, pour moi c'est un des dangers, c'est quand même un risque majeur, parce que les gens ont besoin de verdure, donc il y en a de plus en plus sur les fenêtres. Et donc, Mais je crois qu'il y a des stats effectivement qui montrent que c'est extrêmement fréquent qu'il y ait des... Et voilà, et donc se faire écraser par un pot de fleurs qui est tendu 4e. C'est un peu trop bête, quoi. Quand on a battu le record du monde de vitesse, c'est une mort un peu triste. Donc j'essaie d'éviter les pots de fleurs qui volent. Je comprends. Si on continue à parler un peu d'écologie, Alain, comme je pense que tu t'y connais bien mieux que moi, je voulais avoir
ta vision ou on va dire, les sujets qui te préoccupent en ce moment? Parce que tu as l'air d'être quelqu'un de plutôt optimiste et surtout, non seulement tu es optimiste, mais tu fais des choses. Du coup, pour toi, c'est quoi, en fait, qui va se passer ou c'est quoi tes craintes? Enfin, j'ai pas de questions spécifiques, mais j'aimerais bien que tu m'abordes un petit peu le sujet, en tout cas la manière dont toi tu vois les choses. Mais en fait, j'en ai conscience surtout quand les enfants se réveillent, quand Arthur et Piotr, qui ont 4 ans et demi, se réveillent. Je me dis, mais on marche sur la tête, quoi. On est en train de brûler cette planète. Donc ça, c'est quelque chose qui me pose problème. Je trouve que les humains, ils disjonctent quand on lit ce rapport du GIEC. Là, aujourd'hui, la prise de conscience, elle est quand même relativement limitée. Les gens ne changent pas. Les financiers, ils commencent tout juste à investir sur des projets green. Il y a la puissance des lobbies. Les choses changent trop lentement par rapport à la brutalité des changements climatiques. Je trouve que les humains, finalement, ils sont chacun dans leur petit confort, ils ne prennent pas de mesures. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même très préoccupant parce que ben, on ne fait que passer hein, sur cette planète. Et donc il faut se préoccuper de la transmission, de ce qu'on laisse aux suivants, pour qu'ils aient autant de plaisir, de fun, de voir toutes ces couleurs, ces odeurs. Là, je crois qu'il doit rester une centaine de rhinocéros. Est-ce que nos enfants verront des rhinocéros et verront encore des éléphants et ils verront que l'image dans le livre? Est-ce que nos enfants verront des températures de 50-60 degrés dans des endroits où aujourd'hui on est plutôt à 30-35? Est-ce que nos enfants verront, nos arrière-petits-enfants verront la neige, verront un glacier? Tout ça, c'est quelque chose qui, voilà, en ce moment, je me dis que c'est ça qui compte, quoi. Alors nous, on est vraiment à l'échelle d'un interrupteur dans la pièce, hein, avec nos engins volants hydrogène, mais je pense qu'il faut accélérer sur tout ce qui va dans ce sens. Et tu es plutôt optimiste ou pas sur le sujet? Oui, parce que bon, bah, alors moi, j'ai l'instinct de survie, quoi. Je suis optimiste parce que j'ai toujours pris les chemins de traverse. Parce que la règle, elle est bien pour fixer un cadre, mais il faut parfois s'en accommoder un peu et puis prendre des chemins de traverse et déborder un petit peu. Alors, j'ai un dossier épais, moi, en matière d'excès de vitesse. J'ai un problème avec la vitesse. C'est épais, En mais même temps, quand on a gagné un record du monde ouais, de mais bon, voile, je veux bon, dire, j'ai passé on le aime aller permis en vite. France, il faut pas à chaque fois repasser le permis, aller voir. Donc, disons que je pense aujourd'hui qu'il faut dépasser les règles du vieux monde, parce qu'elles ne sont plus adaptées. Et le changement des règles, alors on a un président extraordinaire, le président Macron en France, et il est brillantissime, il a une vision, il est jeune, il est super intelligent, mais par contre, au-dessous, les strates administratives changent lentement. Le proto de Sea Bubble, il fait ni bruit ni vague, et on n'a pas le droit de naviguer sur le lac d'Annecy, donc là, avec Bubblefly, les jets à hydrogène, on regarde la réglementation hydrogène, tout ça doit s'assouplir, aller plus vite. Donc il y a Borchberg et son petit avion électrique, c'est génial, mais bon, sur l'aérien, il y a beaucoup de choses à faire, sur le maritime, sur les transports. Là, je veux faire une start-up de dirigeables à hydrogène pour transporter les jets, et je ne veux pas les mettre sur des camions. Donc là, j'ai commencé à discuter un peu avec les gars de Flying Whales. Aujourd'hui, il faut revenir au temps des dirigeables pour transporter tout ce qui est lourd. On ne peut pas le mettre sur des camions, ça n'a pas de sens. C'est du diesel, tandis que les dirigeables, ça existe. Les piles à combustible chez Toyota, Hyundai, Hitachi, tout le monde sait les faire. Donc aujourd'hui, on a la tech, mais on est encore dans le vieux monde. Donc on est lent. Parce que c'est plus facile, quoi. Mais c'est plus facile, les gens sont dans leur petit confort. Les milliardaires, donc j'en côtoie quelques-uns, ils ont du mal, ils sont assis sur leur milliard, mais à quoi ça sert, hein? Les très grandes fortunes, souvent, ils sont un peu âgés, tout ça. J'ai leur dit, mais les gars, mais vous avez tant de milliards, investissez une poignée de millions alors dans des projets comme le mien, pas forcément le mien ou d'autres, mais bougez les gars. Investissez, allez-y, essayez de changer les choses. Hein. Parce qu'on a les technos, Bertrand Piccard a identifié 1000 solutions, on a les techs, hein. Mais ça va pas assez vite, on est lent. Une dernière question pour toi avant qu'on passe à mon crible, qui sont mes petites dernières questions un peu perso. C'était la question du timing. Parce que toi, tu es quelqu'un, tu pars d'une feuille blanche, et comme en fait, tu aimes repartir de zéro, bah, du coup, en fait, tu inventes quelque chose de complètement nouveau. Mais forcément, du coup, tu es très en avance. Je voulais te demander, est-ce que pour toi, ça a plutôt été un atout ou un inconvénient d'être aussi en avance sur ton temps? Bah, oui, je suis pas toujours en avant. Moi, j'ai l'impression d'être en retard. Tout le monde me dit: «Alain, tu es un visionnaire, tu es un pionnier, tu es en avance». Moi, j'ai l'impression d'être en retard, en fait. Alors, j'aime bien là, je redémarre de zéro. J'ai 58 ans.
pas un sou, des idées, des projets, une équipe, je suis en train de constituer. Alors les gens rigolent, hier j'étais à un rendez-vous avec un banquier privé à Genève, il m'a dit, mais toi t'es en tongs en fait, hein, et tu veux lever 40 millions d'euros, mais tu vas y arriver, parce qu'en fait t'es porteur de projets utiles pour les générations suivantes, donc tu vas y arriver et on va t'y aider. Voilà, donc j'ai l'impression que tout ça est lent, quoi. Enfin, ça me désole. Je trouve que la planète brûle, on s'en rend pas compte, hein, et on est trop lent. Du coup, on va arriver maintenant donc à ce fameux crible qui sont mes questions de fin. On en a un peu parlé en filigrane, mais est-ce qu'il y a une erreur, un échec, un moment de doute, on en a parlé, qui a été particulièrement marquant dans ta vie dont tu pourrais me parler? Parce que notamment, j'aimerais en comprendre les enseignements que tu en as tirés. Quelle est la question? Un échec ou Un échec, une erreur très forte. Pour moi, le non-échec, c'est la victoire, parce que je fais une partie par an et j'aime la gagner. C'est ma conception voilà, le non-échec, pour moi, c'est probablement des synonymes. Voilà, les échecs, c'est la partie que j'aime gagner. Et ensuite, le doute, le doute, il est nécessaire. Là, j'ai eu le doute quand j'ai vu l'incendie dans le Var. J'ai regardé les 2 petites têtes blondes d'Arthur et Piot, j'ai regardé ma femme, qui a 32 ans, et je me suis dit, mais est-ce qu'on est assez rapide, quoi? Est-ce qu'on prend la mesure? Et voilà, et donc le doute, c'est est-ce qu'on est assez rapide? Moi j'ai l'impression qu'on est trop lent. S'il y avait quelque chose à refaire dans ta vie, ça peut être pro, ça peut être perso, qu'est-ce que tu referais différemment? J'aurais mis des chaussettes pour aller à l'Élysée. Parce qu'en fait, après, j'avais des ampoules et en fait, après, il faut aller à la pharmacie. Enfin, c'est une perte de temps, quoi, d'avoir des ampoules. C'est une perte de temps, il faut les soigner. Et donc, quand tu as des chaussettes, tu évites l'irritation des pieds. C'est vrai. Écoute, je noterai moi aussi, si un jour je suis invitée à l'Élysée, de mettre des chaussettes. Est-ce qu'il y a une maxime, des citations ou je sais pas, juste une phrase qui te porte, qui est inspirante pour toi, que tu pourrais partager avec nous? Oui, alors il y en a certaines de Cyrulnik, du Mahatma Gandhi. J'adore le Mahatma Gandhi, sa vie, mais je dirais que c'est plutôt une phrase de Nietzsche. Ouais. Ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Dans mon premier livre, finalement, c'est le préambule. Ouais. Ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Parce que tu me disais que tu es quelqu'un qui survit. Oui, alors on survit tous jusqu'à un certain point. Après, Axel Kahn l'a illustré brillamment. Et à un moment, il faut dire au revoir. Et enfin, ma dernière question, alors je crois que tu as en plus pris tout ça avec toi, c'est une question au sujet des livres. Est-ce qu'il y a des livres qui t'ont particulièrement marqué dans ta vie, qui ont fait un peu la personne que tu es? Qu'est-ce qui t'ont apporté en termes philosophiques, si je puis dire? Alors je dirais que c'est surtout les livres que je n'ai pas lus, parce qu'ils sont très très nombreux, comme pour chacun d'entre nous. Parce que quand j'étais enfant, j'en avais que 2. J'avais Le Petit Prince et son astéroïde. J'avais adoré Le Petit Prince, et puis j'avais une BD sous le Golden Gate, donc ça j'en ai rêvé, je l'ai fait, j'ai volé sous le Golden Gate. Et puis en ce moment je suis dans les livres pour enfants, et puis voilà, donc j'écris actuellement mon 3e livre que je vais laisser notamment à mes 2 garçons. Donc là j'ai un livre qui sera un livre pour enfants. Voilà, j'en fais 2 plus exactement. Un livre pour enfants, un livre pour adultes. Et puis donc là, je lisais dans mes petits docs sur la mer, donc avec les poissons, les crabes, les rochers, la marée qui monte, qui descend. Donc j'ai aussi Pop, le dinosaure, qui mange de toutes les couleurs. Ouais. Voilà, parce qu'en fonction de ce qu'on mange intellectuellement, philosophiquement, mécaniquement, on produit différentes couleurs, donc c'est Pop et les couleurs. Et puis on a marché sur la Lune en russe, car Erna Binova, ma femme, mon épouse de rêve, est russe. Et puis donc voilà, j'apprends le samalot, le gruzavik, les voltalotes. Oh voilà. là là, j'essaie. Alors moi, tu sais, j'ai fait russe LV2 à l'école. Polietna, Lono, c'est ça? La Lono, ça doit être sur la Lune. Et Poliet, c'est quoi? Voilà, alors on a marché sur la Lune. Ah oui, écoute, tu vois. Ah oui, on a marché. Voilà, et puis donc nous, si on veut continuer de pouvoir marcher sur la Lune et surfer sur nos rêves, je crois qu'il faut une vraie prise de conscience. Et donc toi, tu ne fais pas seulement des bijoux, mais tu fais aussi des podcasts, et merci de m'avoir invité, merci de me faire partager tout ça. Merci à toi, Alain. Merci. Parce que j'aime le grain de ta voix, en fait. Je sens que tu es quelqu'un qui aime les sons. Les sons, les couleurs, les odeurs. Ouais. Très kinesthésique. La vie. Tout à fait.
Alain, pour terminer, si on veut te retrouver, si on veut te suivre, si on veut peut-être aussi t'aider à financer l'un de ces fabuleux projets, parce que mine de rien, il y a encore beaucoup à faire, où est-ce qu'on peut te contacter? Oh, alors c'est soit via LinkedIn ou alain@bubblefly.tech, TECH, ou alors sur le site bubblefly.tech. Tu es assez Et actif puis, sur Twitter aussi. ouais, mais je pense que c'est facile de trouver quelqu'un. Là, en ce moment, on a un contrôle fiscal. Et donc, il suffit de faire comme le fisc français, d'être un peu persévérant, et puis on finit toujours par trouver. Quand on cherche, on trouve. Exactement. Merci Alain. Merci Pauline.